Le Congo est en deuil. Goma pleure ses morts. Il n'est pas aujourd'hui consolable parce que le bilan du carnage opéré par l'armée rwandaise à Goma ne fait que s'alourdir. Est-ce que serions-nous en mesure un jour de connaître le nombre exact des Congolais qui ont été tués comme des mouches par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de M23 AFC? Nous allons parler de ces bilans aujourd'hui, mais nous parlerons aussi de ces sommets, les sommets convoqués par l'EAC et les SADC à Dar es Salaam. Ça va se passer ce week-end. Le président Tshisekedi et Paul Kagame sont annoncés à ces sommets. Est-ce que Félix Tshisekedi prendra-t-il part à ces sommets? Ira-t-il rencontrer Paul Kagame? Est-ce que faut-il que le président se déplace en ce temps où la situation de notre pays n'est pas stable? Ce sont des questions et vous aurez des réponses au cours de l'émission de ces jours. Et enfin, dialogue initié par la SENCO. Déjà, Monseigneur Cholet a affirmé noir sur blanc que les terroristes du M23 prendront aussi part à ces dialogues. Ils seront consultés et dans les prochains jours, il y aura une descente à Goma, une descente de la délégation de l'ECC et de la SENCO pour prendre langue avec Nanga et sa bande. Alors, à quoi va servir ce énième dialogue en République démocratique du Congo? Est-ce pour autant que ce dialogue pourra ainsi éclaircir les choses et décourager les M23 et les Rwandais qui veulent que Goma soit annexé au Rwanda? Est-ce que ça va servir la cause de Nanga qui veut prendre le pouvoir à Kinshasa déjà au sein de l'AFC M23 RDF? Les avis sont partagés. Et pour soumettre au peigne fin toutes ces questions, nous avons le plaisir dans cette émission de recevoir ici un journaliste chevronné, spécialiste des questions politiques. Il est promoteur de proinfo.net. Il s'appelle Pascal Ondje. Monsieur Pascal Ondje, bienvenue. Merci une fois de plus pour l'invitation, Monsieur Kankou. En tout cas, honneur à vous qui savez sélectionner les invités. Merci. Dans le contexte où le pays traverse une période très difficile. Et je ne manque aucun numéro que vous organisez. Je sais suivre tous les numéros et avec satisfaction. Merci. Parce que je dois vous l'avouer, vous êtes parmi les gens, les Congolais aujourd'hui, qui ont battu campagne, en tout cas qui ont pu aider les autres Congolais à comprendre le danger que guette le pays. Et j'ai bien voulu vous congratuler, j'ai bien voulu vous encourager, j'ai bien voulu vous féliciter. Gardez le cap, assurément, même si on peut baigner dans une rivière des inconscients. Mais les exceptions ne manquent pas. Et vous faites l'exception. Et d'ailleurs, l'exception confirme la règle. Et donc, vous êtes dans la bonne voie. Et je crois que c'est une voie qui va libérer le pays. Merci beaucoup, cher confrère, ça me va droit au cœur. Alors, parlons déjà, bilan. Le gouvernement annonce plus de 3000 morts, sans compter les fosses communes, sans compter les Congolais, les cadavres qui ont été jetés dans les lacs Kivu. Pascal Ondje, comment analysez-vous cette question lorsque vous voyez le gouvernement, alors que hier, la MONUSCO parlait il y a quelques jours, la MONUSCO parlait de 700 morts, le bilan est revu à la hausse aujourd'hui, plus de 3000 morts. Comment trouvez-vous cette situation? C'est la MONUSCO aujourd'hui qui parle de plus de 3000 morts. Le gouvernement aussi? Oui, le gouvernement parlait de 3000.
Mais la MONUSCO, enfin, l'ONU parle de plus de 3000 aujourd'hui. Et c'est une bonne chose lorsque cette annonce provient maintenant de la grande institution qui est l'ONU, même si moi, Pascal, depuis un moment, je suis en train de m'interroger sur les objectifs de l'ONU qui, en principe, de sa création après la Deuxième Guerre mondiale, était pour protéger les États. Mais à ce jour, on aurait l'impression que pour maintenir nous la sommes paix à dans travers le monde. le paradigme, n'est-ce pas, des plus forts. Les pays les plus forts dominent sur les plus faibles. Le cas d'Israël, le cas de la Russie, le cas des États-Unis, et donc c'est devenu une pratique aujourd'hui. Mais ce qui nous arrive, en fait, Donc l'ONU aujourd'hui ne joue pas son rôle. Hein? je constate que l'ONU ne joue pas correctement son rôle. Parce que c'est le premier objectif de la raison de sa création. Elle ne promeut pas la paix à travers le monde aujourd'hui. Quand vous lisez la charte fondatrice de l'ONU, vous vous rendrez compte que c'est la première préoccupation, la première nécessité, le premier objectif. Mais curieusement, l'ONU ne joue pas son rôle normalement. À ce jour, elle affiche l'incompétence. L'incompétence. L'ONU affiche l'incompétence. Alors on se L'incompétence poserait, ou l'impuissance. même l'impuissance, on se poserait même la question de la nécessité de son existence au jour d'aujourd'hui. Et donc, ce qui s'est passé chez nous, parce qu'on parle déjà de plus de 3000 morts, ça c'est les morts qui sont identifiés. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas identifiés. On sait bien nous dire que beaucoup ont été enterrés dans des fosses communes. Mais déjà, il y a un problème. Charniers. Ça, nous devons savoir dire, nous, Congolais, qu'il s'agit du génocide. Génocide. Moi, je parle du génocide parce qu'on a bien ciblé la communauté. Quelle est cette communauté? C'est la communauté congolaise. Et on a bien effacé la communauté congolaise. Et qui a tué? C'est les Tutsis militaires et rwandais qui sont entrés. Ils ont tué les Bantous, les Congolais. Donc c'est une affaire de Tutsis, de Lotiques et de Bantous maintenant? Mais qu'est-ce qu'on doit dire? C'est les militaires Tutsis rwandais qui quittent leur pays pour venir tirer les Congolais dans leur propre pays. Et on cible la communauté. Ça, c'est du massacre et ça, c'est du génocide. Nous devons savoir dire ça. J'ai aimé parce qu'en fait, aujourd'hui, au moment où nous échangeons à Genève, dans le cadre des droits de l'homme, la question est soulevée, nos experts sont partis et je pense qu'on aura collecté, le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est bien collecter les preuves pour qu'au moment venu, qu'on saisisse les cours compétentes à pouvoir, en tout cas, juger de tels crimes. La Cour pénale internationale, de par guerre et exemple. crimes contre l'humanité, entre autres ici, la Cour pénale internationale. Nous devons savoir dire, il est vrai, le Rwanda n'a pas ratifié les traités de Rome. Autant l'Israël aussi n'a pas ratifié les traités de Rome. Mais nous avions vu l'Afrique du Sud et d'autres pays plaider pour le cas de Jérusalem, le cas de Gaza, de Palestine. de Palestine. En fait de compte, la Cour pénale internationale s'est déclarée compétente. Donc, nous devons aussi le faire contre le Rwanda. C'est nous qui avons signé, ratifié les traités de Rome. Et donc, nous travaillons avec la Cour pénale internationale. Elle doit aussi se déclarer compétente pour juger le Rwanda des crimes qu'il a commis sur le sol congolais. Et donc, des crimes ici que moi je considère déjà, et je le dis, nous devons savoir le dire, il s'agit ici du génocide que le Rwanda on vient a de toujours parlé commettre. dans ce pays du génocide jusque-là. Non, Ça n'a non, jamais été non, pris mais- en compte mais justement, parce par que la cette- communauté internationale. cette fois-ci- Alors qu'on parle du génocide arménien, du génocide rwandais, de la Shoah, et le monde se mobilise hier- par rapport à ça. si Et c'est hier, toujours mobilisé. il y avait un mort, 2 morts, 10 morts, 20 morts, ainsi de suite, on ne savait pas collectionner peut-être. Mais ici, c'est 10 coups. 10 coups est compté, vu par tout le monde, que autant des Congolais sont morts à l'espace de 2 jours et tués par balle. Et ils ont été ciblés comme tels. Nous devons, la société civile, nos juristes,
Bon, quel secteur encore? On doit être à mesure de collecter les preuves pour qu'on saisisse ces juridictions internationales, pour qu'au moment venu, on puisse trancher sur la question et juger les compétents, enfin, les responsables. Les responsables, ici, il faut le dire, d'abord le président rwandais, parce que les militaires rwandais ont été délibérément envoyés pour commettre ces crimes. Il faut aussi citer les responsables des mouvements politiques, entre autres ici, le responsable de AFC, qui est Corneille Nangaa, et le responsable de M23, qui est Bertrand Bisimwa. Vous voulez que Bisimwa, Willy Ngomba, Nanga soient déférés devant la CPI comme ça a été le cas avec Bosco Ntaganda et tous les autres? Clairement, ce sont eux qui sont responsables. Ce sont eux qui sont responsables des morts que nous avons enregistrés à Goma. Les plus de 3000 morts que nous avons enregistrés à Goma, les responsables, c'est ces gens-là. Et donc, voilà, nous devons, à ce jour, pas aller comme des petits-enfants, en fait, quand ils nous demander où sont les preuves et manquer des preuves. Et je pense que, dans le cas d'espèce, appuyé par la MONUSCO et même la mission de la SADC sur place, nous avons les avocats, ainsi de suite, les gens sont là. Je crois que, j'imagine qu'on a collecté des preuves. Au moment venu, on peut saisir. Mais est-ce que ça peut aboutir? Parce que nous savons très bien que récemment, les experts de l'ONU ont publié un rapport dans lequel ils démontraient les exactions qui ont été commises à Massissi. À Massissi, dans les Lubero et dans les Rutshuru, où les rapports ont documenté des cas des enfants congolais pilonnés dans des mortiers, crânes écrasés dans des mortiers. Autant de cas de femmes violées, plus de 500 femmes violées, dans lesquelles on a introduit des morceaux de bois. Les experts de l'ONU ont fait ces rapports-là. Mais jusque-là, il n'y a rien qui s'est fait à ce niveau-là. Oui, malheureusement, mais on ne peut pas baisser les bras. Est-ce que cette fois-ci, ça va aboutir avec ce que vous venez de dire? Cette fois-ci, c'est à la portée du monde. C'est sur une très grande tribune qui est la grande ville de Goma. Il n'y a pas à douter, il n'y a pas à spéculer, il n'y a pas à cacher. Mais ne pas le faire, c'est imprimer un mauvais exemple au monde. Où va le monde finalement? Je vous avais parlé la fois passée au mot au mini lupus. Nous commençons à nous manger nous-mêmes de cette manière. Et l'instance qui allait réguler normalement ce monde, qui allait réguler normalement les pays, malheureusement, on ne sait plus parler d'une communauté, comme on a l'habitude souvent de parler de la communauté internationale, parce que tous nous faisons partie de cette structure qui est l'ONU. Je me rends compte que cette instance devient, comme je le dis, incompétente, en tout cas incapable de pouvoir réguler normalement. Est-ce que cela est dû au fait que notre diplomatie n'est pas parvenue jusque-là à faire bouger les lignes, à mobiliser les grandes puissances autour de notre cause, ou c'est tout simplement l'indifférence complice ou la complicité claire de ces puissances-là? Non, dans le contexte actuel, si hier la démocratie, enfin la diplomatie a vacillé, mais à ce jour, j'ai eu l'impression avec la dame, pour ces quelques jours, qu'elle a su faire la pression. La preuve, qu'on prenne le G7, les 7 pays économiquement forts, ils ont donné leur point de vue contre ce qui se passe sur le sol congolais. Tout le monde s'est condamné. Seulement condamné? Oui, seulement. On se limite à condamner. Ça veut dire qu'on reconnaît que c'est mauvais, même si, jusqu'ici, aucune sanction. Qu'on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des déclarations protocolaires. Là aussi, tout le monde s'est condamné. Mais il n'y a pas de sanctions. Qu'on parle des différents parlements des pays européens, même le Parlement européen, tout le monde s'est condamné. Mais il n'y a pas de sanctions. Mais substantiellement, on doit comprendre que, effectivement, comme vous aviez dit, parce qu'on est en face d'un complot, mais la réalité tellement qu'elle est tangible, qu'est-ce qu'on fait? Le monde nous regarde, condamnons, faisons ne fût-ce que semblant de faire ça en condamnant, mais parce que nous sommes dans le complot, difficile maintenant de prendre des sanctions. On est dans cette dynamique, on est dans ce genre d'appréciation des faits. Donc,
la diplomatie a fait sa part, mais le problème est tellement profond en termes de complot, comme vous aviez dit, il est difficile en même temps aussi d'avoir aussitôt des sanctions, mais nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons continuer maintenant à pousser. Faut-il aujourd'hui, par exemple, que les ministres de la Justice, parce que ce que vous venez de dire là est très important, faut-il que les ministres de la Justice puissent aller à la CPI avec les ministres des droits humains, avec tous les rapports documentés du carnage qui s'est opéré à Goma, afin d'aller pousser les procureurs de la CPI il faut battre le fer quand il est chaud. C'est maintenant que les preuves sont là, personne ne peut les nier. On ne peut jamais à cet instant trouver un prétexte de justification. C'est le moment qu'il faut aller avec ces preuves au niveau, comme je l'ai dit ici, de la Cour pénale internationale. Donc, le ministre de la Justice, ensemble avec la société civile, on doit maintenant constituer un bon corps d'avocats qui doivent maintenant accompagner cette initiative jusqu'à la Cour pénale internationale avec tous ces éléments, porter maintenant plainte pour que la justice soit faite, ne fût-ce que pour cette fois-ci. Voyez-vous? Parce que il est vrai que nous avons, si c'était seulement les Congolais qui avaient donné, en tout cas son nombre de morts, qui avaient dénoncé, on dirait peut-être que... Ils ont exagéré. Mais à ce stade, il s'agit de l'ONU elle-même. La Cour pénale internationale, c'est une poche judiciaire de l'ONU. Mais je crois que le choix sera clair. Donc, nous devons saisir l'opportunité pour qu'on répare, ne fût-ce qu'à travers la justice, ce qui est fait et que les responsables, les coupables, répondent de leurs actes devant la justice. On a vu le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, aller devant les tribunaux, la cour de l'EAC, pour déférer les Rwandais là-bas. Et vous pensez que ça va aboutir aussi là-bas? Ne pas le faire, c'est trahir le pays. N'est-ce pas? C'est comme Saint Pascal, un philosophe. Lorsqu'on aborde la question de l'existence, il dit, il y a certains qui disent, ou sinon qui disent, non, Dieu n'existe pas. Lui, il réfléchit, il dit, bon, qu'il existe, qu'il n'existe pas, moi je vais seulement croire. S'il existe, je n'aurai rien perdu. Je vais gagner. S'il n'existe pas, je n'aurai non plus rien perdu. Que de ne pas croire et penser déjà que Dieu n'existe pas, mais s'il existe, mais j'aurai tout perdu. Toujours bon de faire déposer l'acte. Ça peut arriver qu'on réponde positivement à votre requête, que de ne pas poser cet acte-là. Qu'on revienne demain vous dire, mais pourquoi vous n'aviez pas posé l'acte? Et alors que vous aviez tous les moyens possibles de pouvoir déposer cette requête ou ces requêtes, mais vous serez complice. Et donc, le faire, je crois, l'acte tel qu'il a été posé, il faut l'encourager. Lui a saisi telle juridiction, telle instance, mais le cas actuel, tellement que les faits sont patents, les faits sont là, je crois, nous devons le faire. Le ministre de la Justice, la société civile, autres corps de la société, les ONG des droits de l'homme, voilà, doivent maintenant s'organiser pour saisir la Cour pénale internationale pour que la justice soit faite. Alors, parce qu'on parle Goma, on parle bilan des Congolais qui ont été tués là-bas, mais déjà, les agresseurs sortent déjà leurs griffes. Et là, ils ont pris une décision interdisant les activités des mouvements citoyens, les activités des autres organisations de la société civile. Et comment trouvez-vous cette décision-là prise, interdisant toutes ces activités-là, même des partis politiques, hein? Bon, c'est les pratiques dictatoriales rwandaises. Parce que là, on a élargi d'ailleurs le territoire rwandais. On a élargi. Mais on a élargi le territoire rwandais. Qui fait la loi aujourd'hui à Goma? Une partie de Goma, bien entendu, avec beaucoup d'autres territoires qu'ils ont. Mais c'est les Rwandais.
Ce ne sont pas les Congolais aussi Non. qui sont là-bas. Il y a un confrère journaliste là, Corneille Nangaa se trompe. qui a été nommé gouverneur. Hein? Corneille Nangaa se trompe. Il faut savoir lire l'histoire de notre pays. Quand l'AFDEL entre, le leader, en réalité, n'était pas Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le leader était Ngandou Lissas. Et il a été éliminé. Simplement parce que lorsqu'on a compris qu'il commençait maintenant à prendre l'allure de défendre les Congolais, on l'a éliminé. Et Mouzé va prendre la direction jusqu'à amener les Rwandais ici à Kinshasa. Ça a été une agression, comme je vous ai toujours dit. Et les Djebs et Kabarebe sont devenus les chefs d'état-major. L'autre traitant, c'est le RCD. On mène le combat, ainsi de suite, finalement jusqu'à avoir un autre président qui était Onusumba. Adolphe Onusumba. Juste à 2 jours de la rencontre de Sun City, on change Adolphe Onusumba et on met Azarias Robert. Nangaa se trompe. Je ne vois pas le M23 qui s'est battu depuis tous ces temps. L'AFC est allé maintenant, c'est grimpe derrière le M23 et lui croire que le repas qui est préparé là, c'est pour que lui le bouffe. Non. Et voilà pourquoi je dis... Donc il ne sera jamais Il se trompe. Il se trompe. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. Mais sinon, il fallait... Sinon, plutôt, j'étais en train de vous démontrer que le Rwanda a élargi maintenant son espace. C'est la politique de la gestion du Rwanda qui est appliquée à une partie des Goma et dans plusieurs autres territoires conquis par les Rwandais à travers le M23. Sont des pratiques dictatoriales. Qu'on les fasse ici, tout le monde allait crier. Mais les ONG, ils sont là. Pourquoi ils ne parlent pas? Si au moins on avait dit ici, on allait dire non, tu sais qu'ils disent. Mais qu'ils crient là où ils sont. Vous criez, on vous tire. On vous élimine. On vous efface. Personne n'ose parler. Pourquoi ils ne parlent pas? À un certain moment, même les journalistes aujourd'hui, on apprend qu'aucun journaliste, aucun acteur politique voilà, ne peut critiquer tout ça. Kagame. Voilà, personne ne peut oser. Dans les médias, personne ne peut oser le faire là. À un certain moment, nous faisons le libertinage, un peu de l'excès. Libertinage. Au-delà du sens normal de la démocratie aussi. Parce que la démocratie elle-même dit, là où c'est limite mes libertés, c'est de là que commencent les libertés des autres. Lorsqu'on parle de la liberté d'expression, mais c'est dans un cadre aussi limité. Parce qu'il y a des restrictions dans cette liberté en même temps. Il y a une loi qui encadre ça. Voilà. Lorsqu'on parle de la liberté de la presse, il y a des restrictions dans cette liberté de la presse. Ça veut dire que nous avons la liberté, mais nous n'avons pas le libertinage. Mais quand vous regardez ce que nous faisons, c'est un peu du libertinage. Mais voilà, là on impose la dictature. Mais comment comprenez-vous que Nangaa et ses compères qui se font passer pour des libérateurs commencent aujourd'hui à instaurer la loi de l'omerta dans les territoires occupés? On fait souffrir vos frères et sœurs à cet instant. Quelques personnes que vous voyez sembler ouvrir les dents, c'est une demande de compassion. Ayez pitié de moi. Moi, là, en tout cas, si vous voulez faire votre main, ne faites pas contre moi. Hein. On fait semblant et vous dites non, on n'a qu'à personne. Ce sont des demandes de compassion. Les gens vivent dans des conditions difficiles à ce stade, simplement parce que c'est ainsi imposé. Allez-y, vous êtes mes disciples, allez-y faire la loi de la criminalité là où vous êtes. Et on le fait. Et nous sommes en train aujourd'hui de dénoncer le nombre des morts. Les êtres humains, nés comme tels, ne peuvent pas commettre de tels actes. Et il fallait d'ailleurs ouvrir une autre brèche. Kankou. Comment comprendre que si vous n'aviez pas commis le génocide, si vous entrez à temps et à contre-temps sur le sol congolais sous prétexte de venir combattre les FDLR,
Comment vous, si vous aviez subi le génocide dans votre sang et dans votre corps, comment vous pouvez être les premiers à tuer les gens? Vous auriez dû être les premiers à protéger la vie humaine. Donc, les actes qu'ils posent en RDC, c'est parce qu'ils ont eu l'habitude de les poser dans le passé, même en 1994. Et vous allez comprendre que le génocide n'a pas été posé par d'autres. C'est par les mêmes qui gèrent le Rwanda aujourd'hui, parce qu'ils ont ce comportement, et ils l'ont fait, même sur le sol congolais. Il n'y a pas à réfléchir deux fois. C'est cela la réalité. Alors, qui est génocidaire au Rwanda en toute réalité? Non, moi je vais lire une fois de plus Charles Nana. Chers frères, chers confrères, félicitations. Qui est le génocidaire dans le cas du Rwanda? Qui? C'est celui qui vient de tuer les Congolais ici. Il a commis un autre génocide sur le sol congolais. Il n'y a pas de débat. Plus de 3000 morts, chers compatriotes. C'est combien de familles endeuillées? Combien de familles endeuillées? Cette situation ne restera jamais impunie. Ça ne restera jamais impuni. Alors, Pascal Ondié, aujourd'hui, au niveau diplomatique, les organisations africaines se mettent en mouvement. L'EAC, la SADC ont projeté la convocation d'un sommet ce week-end, vendredi, samedi, à Dar es Salaam, pour parler de la situation de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi le sommet extraordinaire de l'EAC qui s'est tenu en virtuel la semaine passée. À Nairobi. Ils avaient recommandé à ce que les différentes parties en conflit, notamment en RDC, puissent aller au dialogue. La SADC a demandé aussi à ce qu'il y ait dialogue. Maintenant, c'est un sommet conjoint. SADC et AC. Est-ce que, pensez-vous, Pascal Ondié, qu'il sortira quelque chose de positif pour les Congolais dans ces sommets-là? Est-ce que doit-on espérer? Non. Pourquoi non? Je dis directement non. Pourquoi? Bonne question. Parce qu'il y a deux organisations. Il y a deux organisations. Ça va bien? Allez-y. Il y a l'EAC et la SADC. L'EAC, c'est composé de pays de l'Est de l'Afrique, mais prioritairement les nilotiques. Les nilotiques? Oui, vous allez prendre la Somalie, vous allez prendre le Rwanda, vous allez prendre l'Ouganda, vous allez prendre le Soudan, vous allez prendre le Kenya. C'est des nilotiques. Pour eux... Il y a aussi le Burundi là-bas. Pour eux... Mais Burundi, c'est partagé. Hein. Pour eux, il faut que la République démocratique du Congo... est membre de l'EAC, c'est ce que je veux dire. Pour eux, il faut que la République démocratique du Congo échange prioritairement avec le M23. C'est la position du Rwanda qui a fait que, lorsqu'il fallait qu'il se rencontre Paul Kagame avec le président Tshisekedi, à Luanda, le 15 décembre 2024, le président de la République démocratique du Congo va se déplacer jusqu'à Luanda, mais celui du Rwanda n'est pas parti parce qu'il a estimé qu'il ne peut pas échanger avec Tshisekedi. Tshisekedi doit échanger d'abord avec le M23. C'est cette position du Rwanda que l'EAC maintenant porte. Donc, majoritairement composé des nilotiques. Des nilotiques. Apparemment, ils font la guerre au Bantou. Des nilotiques, les malins. Les malins. Alors, du côté de la SADC, c'est plus, majoritairement d'ailleurs, c'est les Bantous. Vous avez l'Angola, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la République démocratique du Congo, vous avez le Zimbabwe. La Zambie, les Botswana, c'est beaucoup de pays. Alors, maintenant, pour eux, ils restent maintenant dans la demande de l'Union africaine qui avait responsabilisé, en tout cas l'Angola, de pouvoir mener la médiation. Et là, c'est les échanges entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et quand vous regardez, si vous aviez suivi toutes les déclarations des condamnations à travers les organisations internationales, à travers tous les pays du monde,
sur cette question. Les gens appellent par contre à la République démocratique du Congo de privilégier le dialogue, échanger avec le Rwanda. On ne dit pas échanger avec le 23, échanger avec le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, tout le monde a compris que ce qui compose en réalité ce qu'on dit, on considère comme le 1-23, c'est les Rwandais. Donc, il est plus intelligent d'échanger avec les géniteurs qui sont les Rwandais pour trouver une solution définitive que d'échanger avec les fabriqués qui sont les 23 et l'AFC. Alors maintenant, ce sommet conjoint qui aura lieu à Dar es Salaam va opposer maintenant les deux visions qui ne se croisent pas jusqu'ici. Deux visions. Deux visions qui ne se croisent pas. Et question de voir maintenant la position, par exemple, de l'Ouganda, le président ougandais. Il est plus que déterminé, il vous dit clairement, trouver solution avec Kagame. Chez moi, ici, en Ouganda, enfin, qu'est-ce que je dis? Au Burundi, je parle du président burundais. Oui. Trouver solution avec Kagame, parce que chez moi, au Burundi, ça ne passera pas. Là, il s'adressait au corps diplomatique. Ce que Kagame fait, il est dans la quête des espaces. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. C'est autant avec le président sud-africain, très déterminé. Et il comprend qu'on est en train de faire un mauvais jeu. Et ça, on ne va pas cautionner. Mais de l'autre côté aussi, du côté des EAC, vous voyez le président kenyan, Ruto, et aussi Yoweri Museveni de l'Ouganda. Et vous les sentez très déterminés. Mais quand vous faites la lecture, c'est comme ça que je dis, ça ne produira rien de spécial. Ça veut dire que, parce que nous sommes dans la logique démocratique, au-delà de tout, et seront majoritairement représentés les présidents de EAC. Seront majoritairement représentés dans son sommet. Et la SADC, c'est à peine 3 présidents. En vertu de quoi? Celui de Somalie sera là, pour l'EAC. Celui de l'Ouganda sera là, pour l'EAC. Celui de Kenya sera là, pour l'EAC. Sans compter le Rwanda qui est mis en cause. Mais de l'autre côté, on prend celui du Sud-Afrique, sud-africain. Cyril Ramaphosa. Oui, celui de Zimbabwe, le Tanzanien, je ne sais pas, parce que lui est dans son pays. Et vous voyez comment on a mal reparti déjà. On n'a même pas parlé de l'Angolais alors que c'est celui qui menait la médiation depuis tous ces temps. Il fallait que le président angolais également soit dans ce sommet parce qu'il connaît les discussions telles qu'elles ont été menées entre les deux commissions des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Voilà pourquoi je dis substantiellement, je n'entends rien de bien au regard de l'architecture des membres qui vont composer. Et là, c'est en défaveur de la République démocratique du Congo. Nous devons savoir réclamer à temps parce que le vendredi, d'abord, sera la réunion des ministres des Affaires étrangères qui vont préparer un cahier de charges pour les présidents qui vont se rencontrer le samedi afin d'apprécier substantiellement la question. Est-ce qu'il faut-il que le président Tshisekedi se déplace à Dar es Salaam pour participer à ces sommets-là? Oui. Il doit dans un tel contexte sécuritaire il doit délétère? Non, il ne peut pas ne pas être là. Il doit être là. À ce jour, il faut qu'il soit là. Vous évoquez la question de la sécurité aux experts de faire leur travail. Mais sur le plan de la diplomatie, il ne peut pas ne pas être là. Il doit être là. Pour rencontrer Paul Kagame face à face. Ça a été le souci, la demande, n'est-ce pas, du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, depuis tous ces temps. C'est comme ça qu'il s'est déplacé la fois passée à Luanda. Et il a toujours dit que j'aime être maintenant en face de Paul Kagame, lui poser la question pourquoi il tue les Congolais. Et cette question a déjà sa réponse. Maintenant, c'est pourquoi il commet le génocide sur le sol congolais. La réponse aussi est déjà donnée, au moins qu'ils soient ensemble, qu'ils discutent. Mais vous allez voir qu'on va tout influencer pour qu'en fait, on va vouloir que la République démocratique du Congo échange avec le M23. Parce que les nilotiques sont très malins. Je l'avais dit bien avant qu'on ne convoque ce sommet conjoint. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Nairobi, Pascal et j'ai dit qu'en fait, parce que l'air des mondes
était cela, j'avais dit qu'ils veulent maintenant échanger avec la SADC parce que la SADC a une position qui veut à tout prix que au moins les deux pays échangent. S'il y aura échange avec le M23 et le reste, ça va. Mais là aussi, il faut identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Sinon, il n'y aura pas de sens. Vous avez parlé de M23, mais ici au Congo, il y a les prêtres catholiques et les pasteurs de l'ECC, l'Église de Christ au Congo, qui ont pris l'initiative de pondre un plan de sortie de crise et ils ont demandé une audience auprès du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi les avait reçus. Hier, ils ont été reçus aussi par Martin Fayulu. Ils continuent à consulter les acteurs politiques en vue de la convocation d'un dialogue. Êtes-vous d'accord avec ce dialogue ou pas? Parce que là, Abbé Cholet, Monseigneur Cholet, a dit clairement que les M23 AFC, comme ce sont eux qui ont pris les armes contre les pays, ils doivent aussi prendre part à ces dialogues-là. Est-ce qu'il nous faut aujourd'hui un dialogue pour que les Congolais, fils de ces pays, se retrouvent et isolent Kagame qui a son armée sur le territoire congolais? On doit bien réfléchir. Mais je fais d'abord un constat. Depuis qu'on a parlé du dialogue, tous les politiques dormants se sont réveillés. Tous les politiques dormants. Et aujourd'hui, avec des déclarations. Moi, je fais ceci. Il faudrait qu'on fasse cela. Mais finalement, tu dormais, non, monsieur? mais alors, maintenant, ton impact, c'est à quel niveau? Ton prévalu, c'est à quel niveau? Alors, maintenant, n'oublions pas que nous avons beaucoup échangé avec le M23. Dans les processus de Nairobi, et on refusait là-bas parce que c'était un fourre-tout, il y avait beaucoup de groupes armés, alors qu'elles se considéraient les plus importants. Regardez maintenant. Lorsqu'il faut maintenant parler du processus de Nairobi, des échanges, les 3 déclarations de Nairobi par exemple, où est la part de Nanga? Nanga ne se retrouve pas. Non, là c'est le M23. Ça n'a rien à voir avec l'AFC de Nanga. Au contraire, en son temps, Nanga est du côté du gouvernement. Mais parfois c'est difficile à comprendre. Les mêmes hier qui nous faisaient croire ici qu'ils soient en opposition avec le M23, mais majoritairement, c'est les gens qui étaient avec Joseph Kabila hier qui sont ensemble avec le M23. Curieusement. Je ne sais pas comprendre ça. Suivez même les propos qui défendent aujourd'hui le M23. C'est le camp Kabila. Suivez les propos des gens. Difficile d'entendre quelqu'un de Kabila. En tout cas, condamner les actes de M23. Est-ce qu'à cet état de guerre où on cherche la cohésion nationale, l'unité, faut-il encore... Non. Je dégage juste les couteaux dans la plaie. Je ne mets pas le couteau dans la plaie. Aggraver les divisions. Je n'ai pas mis le couteau dans la plaie. Je vous ai dégagé juste le constat. Est-ce que ce constat est vrai ou faux? Qu'on observe bien. Et c'est alors que vous allez comprendre le degré de la complicité dans l'acceptation d'apposer la signature sur un texte qui visiblement avait compromis le pays. Vous le savez très bien, les dispositions ou les dispositifs de cet accord. L'accord du 23 mars? Oui, exactement. Et voilà aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera bis repetita avec les mêmes types d'accords? Ouvrez vos mémoires. Lisez bien l'évolution de la question. Et vous allez comprendre que ça a été fait à dessein. Il n'y avait pas une opposition, il y avait une complémentarité. C'est dans la stratégie qu'il fallait accomplir la mission. Alors maintenant, on parle de dialogue. Je ne vois pas. Échanger, ce n'est pas mauvais. Y compris avec les terroristes de M23. Non, parce que d'abord, c'est... Abbé Cholet, Monsieur Cholet l'a dit clairement. Hein? Tout en excluant le M23, il faut fournir l'effort de permettre aux Congolais, partout où on peut se retrouver, d'avoir une lecture commune sur cette agression. Parce que nous avons des lectures partielles. Parfois, nous croyons que ce qui est mené comme combat aujourd'hui, ce n'est pas contre le pays, c'est contre Tshisekedi. C'est contre le régime de Tshisekedi. Mais il passera.
est dans son deuxième mandat. Il a déjà consommé la première année. Ça lui reste encore combien de temps? Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Le problème, c'est contre le pays. Dans le passé, lorsqu'il le faisait, est-ce qu'il le faisait contre Tshisekedi? Ce n'est pas la première fois qu'on connaît le 23. On a connu autant d'incursions sur le sol congolais par l'armée rwandaise qui a tué nos frères, n'est-ce pas? Qui a violé notre intangibilité. Donc, ce n'était pas contre Tshisekedi, c'est visiblement contre le pays. Donc, à travers ce dialogue, si on doit fournir l'effort pour permettre que chaque Congolais ait la même lecture, la même perception sur l'agression rwandaise sur le sol congolais, ce sera une bonne chose. Alors, au deuxième degré, pensez à revérifier ce qu'on a posé comme acte aujourd'hui, hier plutôt, acte de trahison contre le pays, et discuter pour mettre en cause. Bon, je peux concéder. Mais en fait, compte, le mal chez nous, c'est que de l'expérience que j'ai, en fait, compte, lorsqu'on convoque le dialogue, on finit par partager. Est-ce qu'il ne faut pas partager le pouvoir dans un contexte comme ça, oui, où le pays pourquoi est en danger? Le dialogue, c'est bon, parce que c'est inévitable. Mobutu gère le pays. Et nous arrivons dans les années 90. Les choses ne marchent plus bien. En fait, quand on va organiser la conférence nationale souveraine. Même si l'application a posé problème, au moins les Congolais se sont rencontrés, ont échangé, les linges sales se sont lavés en famille. Mouzé Kabila vient parce qu'il y a eu incompréhension. Il est venu avec les Rwandais au début, bon, comme qu'il ne comprenait rien, on lui demandait la facture, ainsi de suite. Il va convoquer aussi le dialogue national, mais ça n'a pas eu lieu. Malheureusement, il a été fauché. Joseph Kabila vient, il a compris, bon, on va se retrouver à Sun City, nous aurons le gouvernement. Et nous allons aux élections de 2011. Le M23 prend les armes. Il y a cafouillage, il a encore convoqué. 2011, et nous aurons finalement aussi les concertations nationales. Je ne pense pas que ça soit mauvais, à ce jour où le pays brûle, amener les filles et fils du pays, réfléchir sur ce que nous devons faire pour notre pays, dans le contexte actuel où nous subissons l'humiliation. Quelle posture prendre? De ce point de vue, moi, j'encourage. Et d'ailleurs, vous allez vous en souvenir, sur votre plateau, quand Martin Fayoulou avait pris cette initiative, je l'avais dit ici que moi, j'appuyais cette initiative. Je ne peux pas me contredire. Donc, je suis dans cette logique. Mais le mal, c'est quoi? Nous devons être à mesure souvent d'anticiper les choses. Ce qu'on veut aujourd'hui, on aurait dû anticiper depuis longtemps et trouver solution aussi à temps. Mais malheureusement, bon, c'est arrivé maintenant, comme c'est arrivé, nous ne pouvons qu'encourager, nous ne pouvons pas aussi ne pas accepter. Merci beaucoup Pascal Ondié pour ces belles analyses que vous avez faites ici. Aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, partagez aussi l'émission dans vos groupes WhatsApp, partout où vous vous trouvez. Abonnez-vous aussi massivement sur GC Congo Télévision. C'est à moi de vous dire merci beaucoup Pascal. Merci le grand nationaliste, je vous le reconnais comme tel. Merci.